Mes très chers téléspectateurs, bien le bonjour. Alors pour aujourd'hui j'avais envie de changer de thème de vidéo, les utopies, ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous allons évoquer l'histoire de diverses spécialités culinaires françaises, telles que le foie gras, le bœuf bourguignon, la quiche lorraine et ainsi de suite. Si vous avez une idée de pays pour que j'en décortique les spécialités, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et nous commençons aujourd'hui très fort, avec le cassoulet, un plat que je raffole, à condition qu'il soit bien fait. Alors tout d'abord, comment ce plat est-il né? La légende voudrait que ce plat soit né pendant la guerre de 100 ans. En effet, durant le siège de Castelnaudary mené par les Anglais en Nouvelle-Aquitaine, les assiégés crèvent la dalle, mais crèvent la dalle sévère. Ils décident donc de rassembler tous les vivres encore disponibles qui étaient alors de la fève et la viande pour en faire un bon gros ragoût. Ce ragoût était censé redonner vigueur aux soldats et ça a marché puisque les Français ont repoussé les félons anglais hors de leur ville et à faire lever le siège. Alors cette légende revigore un sentiment nationaliste et fait de ce plat un défenseur des saintes valeurs françaises. Mais voilà, ce n'est qu'une légende qui n'a pas résisté bien longtemps à l'œil des analystes. Alors oui, la ville de Castelnaudary a pris cher durant la guerre de 100 ans, mais il y a des problèmes. D'une part, la ville de Castelnaudary a bien été ravagée par les Anglais, donc le cassoulet n'a sauvé personne. Et puis le ragoût ainsi formé ne pouvait pas être le cassoulet d'aujourd'hui, car les haricots ne sont arrivés d'Amérique du Sud que bien plus tard au XVIe siècle environ. Donc ce qui est né à Castelnaudary est plus un ragoût basique qu'autre chose. Non, les premières traces écrites de ce plat est un livre de cuisine écrit en 1654. Ce livre décrit une recette d'une sorte de ragoût de mouton aux fèves, et ce plat est probablement inspiré des Arabes. La légende que je vous ai racontée est peut-être fausse, mais elle révèle un élément important, c'est un plat fait de restes. Donc un plat facile et peu onéreux tout en étant calorique. Donc c'est sûrement un plat aux origines paysannes faites de graines, d'abord des fèves puis après ce sont des haricots blancs. On y rajoutait alors les viandes disponibles dans le garde-manger du paysan. On le cuisinait tôt le matin, on le laissait mijoter puis on le consommait le soir. Le cassoulet ne s'appelait pas tout de suite cassoulet, mais plutôt estouffet, puis au XVIIe siècle, on le nomme cassoulet du fait du récipient dans lequel on le mijote, la cassole. Pour conclure, l'origine de ce plat est très débattue entre ceux qui disent que le cassoulet est originaire de Castelnaudary et ceux qui disent que le plat est originaire de Carcassonne, voire même ceux qui disent que le cassoulet est originaire de Toulouse. Le débat est ouvert mais vu que je n'y suis pas originaire ni même locataire d'une de ces régions, je n'y participerai pas. Nous allons passer maintenant à un de mes plats préférés, j'ai nommé la quiche lorraine. On en retrouve les premières traces écrites le 1er mars 1586 chez le duc de Lorraine, puis à Nancy un peu plus tard. Mais la légende raconte que l'on en aurait vu un peu plus tôt chez Charles III, qui en aurait été très friand. Ces dates bien sûr nous donnent une vague idée de quand la quiche lorraine est née, mais on se doute bien qu'avant de passer dans les annales des grands et des institutions lorraines, la quiche lorraine était un plat paysan, populaire à partager. Il était réalisé les jours de confection du pain, et la pâte de la quiche était FATE à base de restes à pâte à pain aplati et cuit dans le fourni commun. La garniture était faite à base des produits que l'on trouvait alors le plus dans les fermes, du lard fumé, les aliments en permettaient une meilleure conservation, de la crème et des œufs. La quiche lorraine est restée principalement en Lorraine jusqu'en 1870, où vous le savez, il y a eu la guerre de 1870, et les Lorrains qui étaient sur une des régions annexées ont migré vers le reste de la France en apportant avec eux la recette de la quiche lorraine. Ainsi ce plat s'est démocratisé. Parlons de l'un des mets les plus appréciés en France, surtout sur les tables de fête, j'appelle le foie gras à venir nous rejoindre. Ce plat trouverait son origine d'Égypte antique. En effet, les berges du Nil sont un point de passage pour les oiseaux migrateurs que sont les oies et les canards. Les Égyptiens ont ainsi pu comprendre comment les oiseaux se nourrissaient pour se constituer une réserve de graisse pour le trajet retour. Ils ont alors constitué des élevages de ces oiseaux en les nourrissant de la même façon que quand les oiseaux allaient se nourrir sur le Nil. Cette tradition s'est alors transmise aux peuplades juives, qui pendant leur exode, ont engraissé les oies pour produire de la graisse en remplacement du saindoux. Le foie gras est ensuite servi pour la première aux Romains, il est alors connu sous le nom de Jecur ficatum,
Il se taille rapidement un nom sous les Romains, et devient ainsi un symbole de luxe et de la royauté. Ainsi, c'est à la période glorieuse des Romains que le foie gras est consommé dans la provincia pour la première fois, avant d'être exporté au sud de la Gaule où les Gallo-Romains se sont mis à élever les oies et les canards pour ensuite produire du foie gras. Cette tradition s'est perdurée durant tout le Moyen Âge. Puis Christophe Colomb a rapporté avec lui le foie gras dans le Nouveau Monde avec pour but d'en produire également là-bas. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le foie gras n'est pas cher du tout, ainsi il constitue une partie de l'alimentation de base du paysan. C'est la cuisson à basse température et la conservation du foie et de la viande de canard qui fait que c'est facile d'en faire des réserves. Paradoxalement, ce produit de consommation courante chez les paysans était également servi aux rois et aux nobles dans la France pré-révolutionnaire. Au XIe siècle apparaît alors le développement des procédés de mise en conserve et en bocal. L'industrie des conserveries est née, et les producteurs du monde entier l'utilisent alors pour mettre leurs produits dans des conserves, ce qui en permet une meilleure exportation. Le foie gras prend alors la côte et devient un des symboles de la cuisine française. Il se décline désormais en plusieurs appellations telles que l'AOP, Périgord, foie gras IGP et ainsi de suite. Ces appellations sont là pour rassurer le client en l'informant des techniques d'élevage et de transformation traditionnelles. C'est important car le foie gras français subit la concurrence énorme des foie gras d'origine de Hongrie qui sont bien moins chers, mais de basse qualité. Et pour terminer ce premier épisode, nous allons évoquer une spécialité sucrée, j'ai nommé le Paris-Brest. Ce sera plus court, car son histoire est plus simple. L'origine du Paris-Brest remonte au XIXe siècle où commence alors la course Paris-Brest-Paris. Sa création est alors attribuée à différents pâtissiers résidant sur le passage de la course, parmi lesquels Louis Durand qui l'aurait alors conçu en 1909, et Monsieur Boguet qui l'aurait conçu en 1891, ou alors c'est un pâtissier de la banlieue parisienne qui l'aurait créé en 1891. Bref, dans tous les cas, le Paris-Brest, s'il a été inventé par Durand était d'abord sous forme d'éclair et c'est un pâtissier de Paris qui lui donne ensuite sa forme ronde. Mais d'autres disent que c'est Durand qui lui aurait donné cette forme de roue de bicyclette, se basant sur une pâtisserie créée antérieurement, une pâtisserie en forme de couronne de laurier créée par un pâtissier de Brest. La même recette apparaît sous le nom Paris-Nice en 1910 dans le traité de pâtisserie moderne d'Émile Darenne et Émile Duval. Bien, la vidéo est maintenant terminée, si vous l'avez aimée, dites-moi de quel pays il faut que j'en décortique les spécialités, abonnez-vous, rejoignez mon serveur Discord, et moi je vous dis à la prochaine.